Bien, bonsoir. Donc, bonsoir, chers amis. Bonsoir et merci au Centre européen du judaïsme euh, pour cette réunion sur un sujet qui est très important, qui est nouveau aussi à traiter. J'ai des petits problèmes de son, mais je vais faire le mieux du monde pour parler et écouter mon ami Christian Mallard. Donc, ce soir, nous sommes réunis, Christian et moi-même, pour essayer de traiter un sujet qui n'a pas encore vraiment été donc traité ni par les géopolitologues, ni par d'autres. C'est l'impact du Covid-19, donc l'impact du coronavirus, non pas seulement sur la santé des habitants de la planète, mais également sur la sécurité et les aspects militaires de toute cette planète face à cette pandémie qui a touché le monde entier, qui continue encore à toucher le monde entier. Et ça nous semblait à Christian et à moi-même intéressant, hein, dans un dialogue ouvert, à la fois dans des sujets politiques, également diplomatiques, sécuritaires, militaires, mais également économiques, de voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe, et peut-être aussi faire un peu de prospective. Où allons-nous dans cette situation qui est extrêmement nouvelle et extrêmement dangereuse, avec des menaces encore inconnues. Alors, je vais m'arrêter là, et Christian, si tu veux, te présenter et puis également voir ton premier point de vue. Moi, je suis consultant diplomatique international à i24 News, Event 4 News en français, pour nos amis qui nous suivent régulièrement. Donc, naturellement, comme Olivier le disait, on est amené à suivre, mais vraiment au quotidien, à passer au peine fin toute cette actualité internationale qu'on est en train de vivre et qu'on prend le plein fouet dans le visage parce qu'elle est inquiétante, elle nous interpelle. Avec ce que disait Olivier à l'instant, toutes les conséquences qui vont peser maintenant depuis que le coronavirus a changé, si je puis dire, la face du monde, la face de la géopolitique, et a amené un certain nombre de leaders internationaux dont on parlera entre Xi Jinping le chinois, Poutine le russe, Erdogan le turc, profitant de cette crise du coronavirus pour essayer de changer la donne, ou en tout cas l'ordre international tel qu'il avait été conçu jusqu'à présent depuis 1945. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et on va rentrer, je vais laisser la parole tout de suite à Olivier qui a un certain nombre de choses intéressantes à nous livrer au niveau des chiffres, au niveau de l'appauvrissement de la planète. Et je laisse la parole à Olivier pour l'instant, puis après on va rebondir l'un et l'autre, on va faire une interaction et vous pourrez vous poser vos questions un peu plus tard. Alors, il y a 6 mois, il y a un an, quelqu'un aurait dit Covid-19, pas de réaction, ça aurait peut-être fait sourire ou interpeller quelques personnes, mais pas de réaction sur ce sujet qui aurait semblé être un sujet inconnu. Maintenant, on est en pleine pandémie et je voudrais, avec vous, vous donner des chiffres sur non pas seulement les éléments médicaux ou sanitaires qui ont été traités et qui sont encore traités dans le monde entier, mais sur le sujet économique et financier de la planète face au Covid-19. Parce qu'en fait, l'impact premier, l'impact le plus brutal, et peut-être l'événement le plus important, l'événement majeur dans les 20 dernières années, c'est cette pandémie du Covid-19 qui frappe de plein fouet le monde et les économies mondiales. Alors, actuellement, selon des chiffres de l'ONU, la pandémie est définie comme l'événement le plus grave de la dernière décade, dernière dizaine d'années, avec une contraction du PNB mondial de 3%. Alors 3%, c'est énorme en général, mais lorsqu'on va rentrer dans les détails, vous allez vous rendre compte que cette contraction budgétaire et cette contraction de l'économie des États frappés directement ou même indirectement par le Covid-19 a évidemment, d'abord et avant tout, une application économique, financière, sociale, politique, sécuritaire, diplomatique, et c'est ce que nous verrons ensemble avec Christian Mallard ce soir. Alors, 3%, je répète, de contraction en 2020 à l'heure où nous parlons, avec les chiffres suivants. Au niveau mondial, tout à fait. L'économie américaine en 2019 avait une croissance de 2,3%. Actuellement, la récession est de 5,9%, donc une baisse du PNB de 5,9%. L'Allemagne
moins 7%. La France, moins 7,2%. L'Italie, moins 9,1%. L'Espagne, moins 8%. Le Japon, moins 5%. Le Royaume-Uni, moins 6,5%. Le Canada, moins 6,2%. Et les autres économies de pays avancés, en moyenne, moins 4,6%. Alors, ce qui est intéressant, c'est, si là, je vous ai parlé des pays riches, ou les pays qui dominent la planète au niveau économique et au niveau de la production industrielle, parlons des pays qu'on appelle émergents, qui sont maintenant devenus des puissances à part entière. La Chine, où a démarré ce Covid-19, le coronavirus, a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, une croissance et non pas une récession de 1,2%. Donc, si elle était de 6,1% en 2019, la croissance chinoise, elle a baissé actuellement à 1,2%, mais elle reste une croissance positive. L'Inde avait une croissance en 2019 de 4,2%, elle est actuellement de 1,9%. Le Brésil, un pays émergent important, moins 5,3%. Le Mexique, moins 6,6% à l'heure où nous parlons, et nous voyons que le Brésil, le Mexique et les grands pays d'Amérique du Sud subissent de manière brutale l'effet du Covid-19, et je pense, nous pouvons penser et nous pouvons voir que la récession va être bien plus grave que les chiffres que je viens de vous donner. Un dernier, pardon. Pour apporter de l'eau à ton moulin, oui. En regardant les chiffres que tu nous donnes, qui sont très, très, très fiables, on note que les deux pays qui sont encore dans le plus, si je puis dire, ce sont les deux plus grandes puissances démographiques. Nous avons la Chine et l'Inde, qui sont en train aussi de se livrer bataille à leurs frontières, comme on a pu le voir récemment, vu l'arrogance de M. Xi Jinping. Alors, on va parler très rapidement aussi des conflits, mais un petit peu plus tard. Juste un autre élément avant de passer aux pays du Moyen-Orient et aux pays arabes. La Russie subit également la baisse de sa croissance avec moins 5,5% et l'Arabie saoudite, moins 2,3% en moins. Ce qui est important ici à remarquer, c'est que cet appauvrissement subit, immédiat, d'une rapidité inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale, pour le monde et pour l'Europe en particulier, a des implications directes, et là ensuite je vous laisserai la parole, Christian, sur les phénomènes sociaux, sociologiques, politiques internes de ces pays en voie de crise économique et financière profonde. Par exemple, les grandes émeutes sur des questions raciales ou sociales sont en fait basées, sont en fait, je dirais, fondées sur un terreau extrêmement favorable d'un appauvrissement d'une rapidité incroyable. Et qui dit appauvrissement d'une rapidité incroyable dit effectivement la venue des extrêmes, extrême gauche, mais également extrême droite ou d'autres extrêmes qui vont utiliser cette crise économique, financière interne pour accuser et pour chercher évidemment le coupable, le responsable. Et là, je vous laisse la parole, Christian. Écoutez, c'est sûr que l'appauvrissement, il y a souvent, je crois que c'est un ancien président français qui disait, souvent dans les crises telles qu'elles éclatent aujourd'hui, c'est Chirac, je crois, qui disait qu'il faut chercher les problèmes au niveau social, au niveau du délabrement de la situation sociale dans tel ou tel pays, et qu'à partir de là, en effet, on le voit bien, même en France ou dans d'autres pays européens, se développe dans ce qu'on appelle certaines banlieues, l'islamisme, le fondamentalisme, qui est récupéré par certains imams radicaux, parmi une jeunesse qui n'est pas toujours éduquée, où les parents ont baissé les bras. Ce sont de plus en plus des cas de figure qui nous apparaissent en France comme dans d'autres pays. Mais par rapport à l'impact de ce coronavirus, je ne sais pas si mon ami Olivier Rafovitz est d'accord avec moi, mais quand on a dit que tout le point de départ, c'était la Chine, bien entendu, à Wuhan, ça serait parti d'un marché de Wuhan, moi je me pose la question. Je pose simplement la question, je n'affirme rien. Je me dis, quand on connaît un petit peu la façon de fonctionner du président chinois Xi Jinping, qui est Mao Tse-tung numéro 2, avec son petit livre rouge, imposant qu'on lise toutes ses grandes pensées depuis l'âge de la maternelle jusqu'à la faculté, qui mène d'une main de fer le Parti communiste chinois, où il n'y a pas une ombre qui dépasse, on se dit finalement… Lorsqu'il dépasse, elle disparaît rapidement. On se demande si finalement
là derrière, c'est une question, je pose, je n'affirme rien, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une guerre virale, donc sans armement, qui aurait été lancée par les Chinois? Les Chinois aujourd'hui essayent de profiter d'une forme de déstabilisation du monde occidental causée précisément par le coronavirus. On a aujourd'hui une Amérique qui se portait bien jusqu'à présent avec un Donald Trump qui avait les choses en main, même en faisant beaucoup d'erreurs dans sa façon de faire, de sa façon de dire, son côté erratique et tout, très bien. Mais il y avait une Amérique qui économiquement était forte, avec un taux de chômage qui était de 8,9% du temps où Obama était encore au pouvoir à la fin de son mandat, et que Trump avait ramené à 3,5%. Aujourd'hui, le taux de chômage avec le coronavirus, bien entendu, est monté à 13,3%. C'est énorme. Et on le voit bien, l'Amérique est divisée à 5 mois de l'élection présidentielle, l'Amérique est déstabilisée, et qui essaye de profiter de tout ça? La Chine. Autant on peut critiquer M. Trump sur beaucoup de choses, mais autant ses positions, et on y reviendra tout à l'heure avec Olivier, sur l'Iran ou sur la Chine, elles tiennent la route. Et je pense que nous autres Européens, de ce côté à Paris, de l'autre côté de l'Atlantique, nous autres Européens, nous ne sommes pas très courageux. Quand je dis nous ne sommes pas très courageux, c'est-à-dire la France, les 27 pays de l'Union européenne, très divisés sur beaucoup de domaines, nous ne sommes pas très courageux parce qu'au lieu d'être unis face à cette menace chinoise et puis à cette montée en puissance de la Chine non seulement, mais de la Russie sur l'échiquier moyen-oriental, on le voit bien, eh bien, on est là, on n'est pas actif du tout, et je pense que ça va poser un certain nombre de problèmes parce que le coronavirus permet à ces puissances-là, la Chine entre autres, on y reviendra, mais surtout on parlera de l'Iran et de la Turquie, profite de cette déstabilisation de l'Occident, de l'Europe en particulier, en se servant du coronavirus. Et je pense qu'il faut vite réaliser qu'il faut contre-attaquer très rapidement. Sinon, nous serons face aux pires problèmes et le continent européen risque d'être en effet plus que déstabilisé. Alors vous avez soulevé, Christian, pas mal de points. L'origine de la maladie, de la pandémie, est-ce que c'est une guerre biologique lancée par un État avec des moyens étatiques pour déstabiliser le monde? Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. On est encore dans le milieu des recherches et des analyses des différents services de renseignement, mais il est clair que la Chine, si elle n'a pas lancé, on va dire, cette opération d'une initiative, on va dire, structurée, l'a utilisée, l'a manipulée et continue à l'exploiter à des fins politiques de par le monde. Par exemple, aujourd'hui, la Chine a augmenté son budget militaire de 5% officiellement. La Chine aujourd'hui est en guerre ouverte avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Inde. Elle est en pleine, je dirais, expansion politique, mais également militaire en Afrique, également au Moyen-Orient. Et en Europe, elle essaye aussi de mettre son économie tout d'un coup sanitaire d'urgence au service des pays touchés par un même virus qui arrive de Chine. Et quelque part, c'est à la fois je te rends malade et je te donne également le médicament pour te soigner. Et ce jeu-là, elle l'a fait également dans pas mal de pays en Afrique. La route de la soie. Exactement. Ça s'appelle la nouvelle route de la soie, tout à fait. Et c'est la politique, quelque part, où je vais vous aider, vous donner gratuitement des avions avec des masques, avec de l'alcool-gel, avec des machines respiratoires pour vous aider, pour vous remettre d'aplomb, alors que, quelque part, je suis aussi le responsable de ce terrible mal. Mais au-delà de cela… Olivier, il y a des… Vous avez raison, mille fois raison, Olivier, mais il y a des pays européens, entre autres, vous avez raison de parler de la route de la soie, il y a des pays européens qui sont tombés dans le panneau, si je puis dire, dans le piège chinois, l'Italie, la Grèce. Alors, oui, mais le piège chinois tendu et extrêmement sophistiqué repose sur une faille terrible de l'Europe. Et si vous me permettez, parlons très rapidement de cette Union européenne qui a été tout sauf unie durant cette crise du coronavirus, et à tel point qu'elle a été désunie, c'est que chaque pays a travaillé et continue d'ailleurs à travailler pour lui-même. On a vu des guerres internes d'États européens et d'États occidentaux se battre sur les tarmacs de Chine pour aller récupérer presque de manière militaire des centaines de millions de masques ou de matériel sanitaire, parce qu'il y avait totale désorganisation et totale non-coordination des États face à la lutte qui aurait dû être une lutte commune
de cette Europe commune. Alors, elle est commune pour l'acier et pour le charbon, elle n'est pas pour sauver les gens. Et ce que vous avez dit par rapport à l'Italie, si vous me permettez, je connais un petit peu le sujet, l'Italie est restée toute seule, avec au départ des milliers de morts tout d'un coup. Les États européens aux alentours regardent l'Italie en disant pauvre Italie qui est en train de mourir et en train de saigner. Et les seuls États qui sont venus à l'aide de l'Italie, pour des raisons évidemment politiques, c'est la Chine et la Russie. La Russie de Poutine est venue aider et financer, entre autres, l'Italie face à cette crise du coronavirus. Ce qui est étonnant, Olivier, en effet, vous parlez de la Russie. Ce qui est étonnant quand même, c'est la situation dans laquelle se trouve la Russie. Parce que Poutine agit toujours à sa façon. De toute façon, le personnage, quand on voit son parcours, on sait très bien que le personnage ne lâche pas prise. En même temps, c'est vrai qu'il essaye de déstabiliser l'Europe, et pourtant, la Russie a eu beaucoup de mal, et encore a du mal à traiter le problème du coronavirus. Poutine a été obligé d'envoyer des hôpitaux aéroportés dans certaines régions où des militaires russes étaient atteints du coronavirus, dans l'Arctique, tout près de la frontière norvégienne. À l'intérieur du pays, il y a eu des milliers de morts, mais là aussi, on y reviendra quand on parlera de l'Iran, de la Chine, où le nombre des morts a été considérablement, si je puis dire, diminué, alors qu'on sait pertinemment, encore aujourd'hui, je voyais une dépêche tout à l'heure, nous disant que le régime iranien disait qu'il y avait 10 000 morts. Nous, ce qu'on peut dire d'après nos sources d'information, c'est qu'il y a plus de 60 000 morts. Et on est dans le mensonge permanent entretenu par la Russie, par la Chine, par l'Iran. Et les Russes, ce qui est étonnant, c'est que Poutine, au milieu de tout ça, qui est en baisse dans les sondages, parce qu'il est accusé d'avoir mal géré la crise du coronavirus, d'avoir entraîné le pays dans une crise pétrolière avec l'Arabie saoudite, eh bien, on a un Trump, un Poutine qui veut rester, ou qui veut devenir plutôt, un super tsar pour être élu jusqu'à l'âge de 86 ans, jusqu'à 2036, avec un vote, un référendum constitutionnel qui aura lieu le 1er juillet, mais dont on connaît en principe déjà le résultat. Mais vous savez, ce qui est intéressant, encore une fois, si on reprend le titre de notre réunion sur l'impact du Covid-19, c'est que le Covid-19 a une autre, je dirais, un autre impact au-delà de la santé des gens, c'est qu'il renforce les leaders dans leur plein pouvoir face à un problème où les gens, les peuples sont désarmés et ont besoin en fait de moyens étatiques de grande envergure. Et donc ils attendent d'un pouvoir fort central les réponses. Et ces réponses aujourd'hui sont également exploitées et manipulées par un président turc, par un président chinois, par un président américain, par un président brésilien. Je ne parle pas non plus d'Israël parce que je ne veux pas rentrer dans la politique interne d'Israël ce soir, mais il est clair que cette crise sanitaire mondiale désunit les États, renforce les nationalismes, renforce un certain patriotisme, renforce les leaders, je dirais, qui demain deviennent des Césars, deviennent des rois soleil, deviennent des Jupiters, deviennent des sultans, deviennent des Mao Tse-tung. Attention à ce que vous dites en parlant de Jupiter. Je fais attention à ce que je dis. Mais de Tel Aviv, je ne prends pas le risque. Et ce qui est intéressant, c'est que la démocratie, dans cette crise sanitaire-là, est également en danger parce que les États aujourd'hui développent des systèmes d'identification et de traquage ou de tracking pour savoir qui est malade et qui est contaminé. Mais quelque part, dans des États sains, qui sont très rares sur la planète, ça pourrait marcher. Mais lorsqu'il y a des États très forts, on va utiliser les services de sécurité, la police, les polices secrètes et les moyens les plus sophistiqués et technologiques pour traquer pas seulement les gens qui sont peut-être malades, mais les gens tout court. Et ce qui s'est passé, par exemple, en Chine, où la semaine dernière, où il y a à peine 12 jours, pardon, la ville de Pékin a été totalement confinée en l'espace de quelques heures. 22 millions d'habitants confinés totalement avec l'armée qui circule dans les rues, avec la sécurité interne chinoise. Et comme vous l'avez dit vous-même, on ne connaît pas les chiffres, on ne connaît pas la réalité de ce qui est passé. Vous parliez de 60 000 morts en Iran, moi j'ai plus de 100 000 morts en Iran. Sans doute, c'est évident, vous avez raison, parce que les Iraniens nous mentent depuis le départ. Depuis le moment où ils avaient gagné, ils ont essayé d'occulter la réalité à partir, disons, 3 semaines, 4 semaines avant qu'on parle officiellement du coronavirus. Et tout est parti de la ville de Qom, la ville sainte qui est au sud de Téhéran, où il y avait, il faut le rappeler, 600
étudiants chinois qui étaient là, d'étudiants en religion, qui étaient là pour effectuer un stage, et tout est parti de là. Après, ça s'est répandu, et c'est vrai que l'Iran est devenu l'épicentre du coronavirus, de la pandémie au Moyen-Orient. Et c'est après, c'est passé toutes les frontières. C'est allé au Bahreïn, c'est allé en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Irak. Et on le voit bien, le jeu des Iraniens, qui aujourd'hui, comme suppôt, qu'est-ce qu'ils ont les Iraniens comme suppôt? Ils ont quand même une grosse puissance, puisqu'ils ont la Russie, qui nous a menti, la Chine, qui nous ment aussi, et on voit bien que c'est déjà, au niveau du Moyen-Orient, un trio qui joue la carte anti-occidentale, anti-israélienne. Et donc, on est amené à s'en méfier le plus possible. Et la question que je pose, moi qui me revient en permanence, j'en parle pratiquement, non pas tous les jours à l'antenne, mais j'échange avec des amis comme vous, Olivier, je me dis, est-ce qu'on peut encore garder longtemps cette ayatollarchie, comme je l'appelle, qui est au pouvoir depuis 41 ans et qui demeure une menace? Je sais que Donald Trump a raison sur le fond en disant il faut faire tomber, il ne le dit pas comme ça, mais il n'en pense pas moins, il faut faire tomber cette ayatollarchie parce qu'elle représente un danger pour tout le Moyen-Orient, et en particulier pour Israël avec ses alliés syriens et autres Hezbollah, Hamas et Djihad. Est-ce qu'elle peut tomber avant l'élection du mois de novembre, avant le 3 novembre prochain, au moment de l'élection présidentielle? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut accélérer le processus de déstabilisation de l'Iran en intervenant militairement? Je pense que ça sera difficile, mais il faut jouer, je pense. Ayant vécu dans ce pays 3 ans, moi je n'ai connu que l'Iran des ayatollahs pendant 3 ans sous Khomeini, ce que je peux dire, c'est que ce régime passe son temps à mentir, à manipuler, à tricher. Je le répéterai 1000 fois, 10 000 fois. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent, il est impératif de faire tomber ce régime qui est un véritable danger pour l'Occident. Plus on attendra, plus il développera sa bombe nucléaire, plus il aura le temps de développer sa bombe nucléaire. Si je me réfère aux experts en nucléaire, non pas uniquement les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la plupart d'entre eux vous disent que l'Iran se dotera de la bombe nucléaire, si on laisse faire, dans 1 an. Ben, 1 an, c'est demain. Donc, il faut agir au plus vite. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que les gens ont pensé que le confinement faisait que le monde s'arrêtait. Alors, les gens, au niveau familial, sont restés chez eux, ils s'occupaient de leurs enfants, les époux s'occupaient de leurs femmes et vice-versa. Il y a eu une espèce de communion familiale. Mais les États voyous sont devenus beaucoup plus voyous. Parce que ce qui ne s'est pas vu de manière quotidienne, parce qu'il y avait moins de présence journalistique, moins de couverture journalistique ouverte à cause du coronavirus, les États voyous comme la Corée du Nord, comme l'Iran surtout, ont développé de manière drastique et ont accéléré leur processus d'enrichissement d'uranium durant cette période du confinement d'ailleurs, ce qui fait que nous sortons du confinement au niveau mondial avec une Iran beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'était il y a à peine 3 ou 4 mois. Olivier, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Vous parliez à l'instant de la Corée du Nord. Bon, on a vu que Trump nous a fait un grand coup par rapport à la Corée du Nord avec Kim Jong-un. Si je me réfère au passage consacré à Trump et à Kim Jong-un dans le livre de John Bolton, ce que dit John Bolton, si c'est vrai, je pense que de prime abord on peut le croire, Trump savait pertinemment qu'il n'avait rien à attendre de Kim Jong-un et qu'il disait que les rencontres de Singapour et à Pyongyang, enfin à côté entre Pyongyang et la Corée du Sud, c'est it was for the show, c'était pour le show. Je pense que Trump a dit ça, c'est quand même grave. Parce que derrière l'attitude de Kim Jong-un, il faut bien voir qu'il y a aussi le rôle de la Chine, qui ne va pas tolérer encore trop longtemps la présence américaine au Japon, la présence militaire américaine au Japon et en Corée du Sud. Et on sait très pertinemment, on sait très bien que la Corée du Nord ne sera jamais dénucléarisée, que c'est un wishful thinking, un vœu pieux, comme on dit, et que de toute façon, il n'y a plus rien à attendre. Et en plus, parce qu'il y a le parrain chinois qui est derrière, même si on nous fait croire que de temps en temps, Kim Jong-un agit indépendamment de la Chine, j'ai du mal à le croire. Vous savez, j'ai eu plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres, des réunions avec des gens par rapport à l'impact du Covid-19. Et beaucoup de personnes, au niveau individuel, au niveau social, ont espéré que le Covid-19 allait apporter au monde plus de sérénité, plus de réunions. Que... Oui, vous m'entendez? Je vous vois, Olivier. Vous m'entendez? On vous entend. Je dis que
beaucoup de personnes ont pensé qu'après le Covid-19, il y aurait un renouveau d'une nouvelle société, d'une nouvelle humanité, plus humaine, plus réunie. Or, nous voyons que c'est tout à fait le contraire. Il y a d'abord beaucoup plus d'égoïsme étatique, chaque État pour lui-même, chacun pense à lui-même et il n'y a pas du tout de réunion des intérêts. Les États qui avaient, comme les États-Unis, la France ou d'autres nations, beaucoup de force à l'étranger pour soutenir des États en difficulté face au terrorisme, ont dû rapatrier leurs soldats à cause du Covid-19, ont dû quitter des régions de conflit face à l'islamisme intégriste. Et d'ailleurs, nous voyons qu'il y a aujourd'hui une résurgence très grave et très sérieuse de l'État islamique qui avait presque disparu, entre guillemets, et qui maintenant ressurgit de plus belle en Irak et en Syrie, et qui va, à mon humble avis, revenir également en Afrique subsaharienne et de nouveau menacer l'Europe occidentale parce que les terroristes ne vont pas pouvoir être arrêtés par des pays qui aujourd'hui sont face à une telle menace sanitaire qui n'ont pas les moyens militaires, du renseignement et financiers d'arrêter cette menace. Et cette menace-là, juste un mot, cette menace islamiste intégriste, donc de Daesh qui revient, de l'État islamique, reprend forme également, et nous en voyons je dirais les premières expressions dans les manifestations violentes pseudo-antiracisme en Europe occidentale, où se mêlent à des cris tout à fait justifiés de guerre contre le racisme et contre tout ce qui est xénophobie, des éléments islamistes intégristes, des drapeaux palestiniens, des drapeaux islamistes et des cris de Allah Akbar et mort aux Juifs. Et ceci est également une expression qui est une résultante, excusez-moi, de l'impact du Covid-19 qui remet sur la scène tout ce que nous avions voulu, que nous voulions oublier. Et juste un mot avant de vous laisser la parole, Christian. Vous savez qu'aujourd'hui, l'antisémitisme revient. Alors, il n'avait jamais vraiment disparu, mais là, il revient de nouveau avec ce fond de manifestation anti-racisme, mais pas antisémitisme. Et on accuse même Israël, hein, certains conspirationnismes, les mêmes en général, d'être derrière aussi le virus, le virus du Covid-19. Donc tout ça réuni fait que le monde n'est pas plus serein, il est beaucoup plus dangereux. Et beaucoup plus, je dirais, dans une difficulté de savoir qui est vraiment le méchant ou le malin qui se cache derrière les menaces. Vous avez tout à fait raison. Je partage complètement ce que dit Olivier, alors à 100%. J'ajouterai, je pense qu'Olivier, j'espère, sera d'accord, que vous parliez à l'instant de la résurgence de l'islamisme un peu partout, au Sahel en particulier, on le voit, avec des gens de Daesh, l'État islamique, qui viennent de Syrie et d'Irak et qui débarquent au Sahel. Tout ça, c'est pas très loin de l'Europe méditerranéenne, du Maghreb, bien entendu. Et en parlant de la résurgence de l'islamisme, il y a un personnage auquel on a déjà fait allusion tout à l'heure et qui est dangereux parce qu'il veut ressusciter l'Empire ottoman, c'est M. Erdogan. On voit bien ce qu'il est en train de faire Erdogan aujourd'hui à partir de la Libye, où il essaye de s'implanter par l'intermédiaire de M. Fayez Sarraj, à la fois contre les Occidentaux qui soutiennent l'ennemi en face, qui s'appelle Haftar. Et ce qui est étonnant, c'est que Erdogan joue quand même un jeu extraordinaire. Et là, il faudra qu'à un moment donné, je ne sais pas, Olivier, vous qui connaissez bien les problèmes de militaires et armés, et de l'OTAN, il faudra quand même qu'à un moment donné, que M. Trump essaye de clarifier la situation avec Erdogan. Parce qu'Erdogan fait partie de l'OTAN, la Turquie fait partie de l'OTAN. Elle a la deuxième armée la plus puissante derrière celle des États-Unis au sein de l'OTAN. Et M. Erdogan, depuis un bout de temps, est passé dans le giron russe, dans le giron de M. Poutine, pour différentes raisons. Et on l'a gardé dans l'OTAN. Et ce que je vois à travers la Libye, c'est que l'autre jour, lorsque Emmanuel Macron est intervenu très fortement devant le président tunisien qui était en visite à l'Élysée et qui lui a dit on ne peut pas tolérer davantage l'attitude de Erdogan qui, entre parenthèses, essaye d'islamiser un peu la Tunisie par le biais de Enarda et de son chef Rached Ghannouchi, qui est le Khomeini tunisien. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on clarifie la situation avec Erdogan, parce qu'il ne peut pas avoir un pied dans l'OTAN et un pied chez les Russes. Alors je sais que sur la Libye, M. Trump a pris le contre-pied de Macron il n'y a pas très longtemps, qui critiquait à juste titre l'attitude d'Erdogan, jugée inacceptable, mais Trump ménage Erdogan parce qu'on sait qu'à l'intérieur du territoire turc, il y a des centaines d'armes nucléaires américaines qui sont stockées.
et qu'en même temps, on est obligé de ménager Erdogan. On a peur de lui parce qu'on sait que demain, il peut rouvrir à tout moment le robinet migratoire. Il l'a fait depuis la Grèce, il peut le faire depuis la Libye. Et à ce moment-là, ça sera une catastrophe pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire, Olivier? Moi, je vous pose la question, vous qui connaissez bien les Je vais vous arguments. dire, il y a ici dans votre question, je crois, pas mal de sujets qui sont liés aux relations entre l'Europe et les USA. Oui, Depuis déjà pas mal d'années, avec peut-être une exception à l'époque de Obama, il y a une position franchement anti-américaine de la part de l'Europe occidentale qui utilise les États-Unis souvent de manière ironique, voire on se moque de l'Amérique, on se moque de son président, comme si ce pays était un petit État de rien du tout qui ne sert absolument à rien. Or, l'Europe sans l'Amérique est incapable d'assurer sa propre sécurité. On le voit aujourd'hui avec les nouvelles volontés américaines pour demander à l'Europe de payer pour sa propre sécurité au sein de l'OTAN. Mais, mais ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'il y a crise, il y a crise aujourd'hui, et regardez l'expression de cette crise dans la presse, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'empathie pour les Américains face aux 120, bientôt 130 000 morts du coronavirus. On se moque de Trump, on continue à se moquer de lui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de critique possible, mais entre M. Trump, président actuel, et les USA, avec 330 millions d'habitants, première démocratie occidentale du monde et allié, je veux dire, indéfectible de cette même Europe, c'est assez étrange parce que dans votre question, les Américains se disent, est-ce que je peux compter sur une Europe fragile, fragilisée, ou je préfère peut-être un allié beaucoup moins sympathique, mais qui est sûr de ce qu'il dit et qui tient son pays et son armée de manière beaucoup plus stricte. Parce que la Turquie d'Erdogan n'est pas ma tasse de thé, n'est pas la vôtre non plus, elle n'est pas non plus la tasse de thé de monsieur Macron. Mais comme vous l'avez dit, elle est quelque part la pièce avancée de l'OTAN face à un Orient qui peut de plus en plus devenir iranisé ou un Orient qui devient aussi russe sur le nord de la Turquie. Et les Américains ont besoin de la Turquie. Maintenant, la Turquie, regardez bien, n'a pas une position anti-américaine comme elle est à Paris ou à Bruxelles. Je parle dans la rue ou lors de manifestations anti-américaines. D'autre part, le cas de la Libye est un cas, à mon avis, extrêmement intéressant dans sa gravité. Parce que la Libye, aujourd'hui, est au bord de la dislocation. On a un processus que j'appellerais de syrianisation de la Libye. Je ne sais pas si le terme est bon en français. faut dire, voilà. Et cette Libye-là est en train d'être disloquée. Encore une fois, les Italiens et les Français opposés, deux nations au sein de la communauté européenne, opposés, l'Italie soutenant Sarraj et les Français soutenant le maréchal Haftar, alors que les deux pays devraient être unis. Comment? Les Français soutenant Haftar avec les Russes, les Saoudiens et les Émiratis. Tout à fait, tout à fait. Et les Italiens étant les ennemis de la France en Libye. Alors, comment voulez-vous que du côté de Washington, on regarde cette Europe comme un allié, je dirais un allié sûr, lorsqu'au sein de cette même Europe, il y a cette guerre interne. Le porte-avions Charles de Gaulle, je crois, était il n'y a pas très longtemps aux portes de Tripoli, ou en tout cas en route vers la Libye, si je ne m'abuse. Et quel est l'ennemi? L'ennemi est l'ennemi turc et l'ennemi italien. C'est-à-dire qu'on peut avoir demain, peut-être qu'il y a déjà un conflit, en tout cas force spéciale, renseignement, entre forces françaises spéciales et forces italiennes soutenant le régime que la France ne soutient pas. Donc, dans cet imbroglio général, encore une fois, je voudrais revenir à l'impact du Covid-19. J'ai très rapidement, comme ça, dessiné cinq menaces qui aujourd'hui vont changer à cause du Covid-19. La menace contre-terrorisme, la menace globale du terrorisme, le terrorisme provenant d'éléments non étatiques prend de l'envergure. Encore une fois, dans ces vides, dans ces vacuums créés par de moins en moins d'ingérence des États, eh bien, l'État islamique et d'autres nombreux groupes islamistes, comme les talibans d'ailleurs, refont surface et ça va demander aux États qui ont voulu se désengager d'en venir sur le terrain. Sont-ils capables de revenir sur le terrain? Pour l'instant, je ne crois pas. Il n'y a pas d'argent. Les soldats peuvent être touchés par le Covid-19.
on a peur d'en revenir sur le terrain. Donc, entre-temps, ça laisse dans ce vide-là les groupes terroristes. Olivier, je vous pose une question sur l'Afghanistan, dont on parle à l'instant. Est-ce qu'il est raisonnable, selon vous, quand on voit que les talibans ne veulent pas de la paix, les talibans ne veulent pas négocier avec le régime en place parce qu'ils le considèrent comme une marionnette de Washington? On voit bien le jeu des talibans, même avec l'État islamique et avec Al-Qaïda dans la région. Est-ce que vous pensez que Trump, qui a pour désir de retirer ses troupes un peu partout dans le monde, commet une erreur en voulant retirer les 13 000 soldats en 2 temps, les 13 000 soldats américains qui sont encore cantonnés sur le territoire afghan? Il commet une erreur pour l'intérêt du monde. Il ne commet pas une erreur pour la politique interne américaine stricto sensu à un très court terme. Donald Trump aujourd'hui est dans l'isolationnisme, dans la politique de se retirer le plus possible de terrain étranger, de trouver peut-être des solutions internes, mais de ramener les boys, comme on dit, à la maison. C'est très populaire pour les Middle West et pour les Américains qui ne veulent pas voir leurs fils et leurs frères ou leurs pères revenir par centaines, par milliers dans des cercueils avec le drapeau américain. Et ça donne du côté américain cette force de dire je m'occupe de l'Amérique d'abord, America first. Ça, c'est le motto, le slogan américain. Est-ce que c'est bien pour l'Afghanistan? Est-ce que c'est bien pour le monde de se désengager? Est-ce que c'est bien si demain la France se désengage du Mali et laisse les groupes islamistes rentrer? Évidemment que non. Mais le prix à payer aujourd'hui devient de plus en plus lourd. Parce que, je répète, le fait qu'il y ait, là je reviens à la première étape de notre réunion, l'appauvrissement immédiat et brutal des nations qui sont, elles, occupées à être les gendarmes du monde, fait que l'argent dépensé au Mali, au Sahel, en Afghanistan, dans d'autres États, doit revenir d'urgence pour aller combler les trous gigantesques, les abîmes gigantesques dans les caisses des États pour soutenir ces millions de nouveaux chômeurs. Juste un mot par rapport aux chômeurs avant que je repasse au point militaire. Le Covid-19 a cette particularité incroyable de dire voilà, pour éviter d'être malade, eh bien, soit il faut être confiné, soit il ne faut pas être présent. Donc, les usines d'armement, par exemple, les usines de l'aviation, les usines dans le high-tech vont devoir de plus en plus, encore plus, se digitaliser, plus en plus s'informatiser et mettre à la porte des millions d'employés, de travailleurs pour qu'ils ne soient pas malades, pour que la production continue. Ces gens qui vont être demain au chômage, parce qu'on veut continuer à produire sans qu'il y ait des atteintes à la santé des travailleurs, produit dans cette terrible, comment dire en français, attendez, enfin, je n'ai pas le terme, je m'excuse, j'ai oublié le terme, produit, si vous voulez, une chaîne d'appauvrissement, de chômage, de problèmes sociaux et, encore une fois, et peut-être même de violence interne. Je reviens juste, si vous me permettez, aux 5 points qui dépendent ou qui découlent de la pandémie. Donc, j'ai dit augmentation du terrorisme et donc de la lutte antiterroriste. Deuxièmement, la cybersécurité et la cyberguerre. On s'est rendu compte que la cybercriminalité a augmenté de manière gigantesque. Parce que quand on parle de télétravail, ça c'est le côté sympathique, mais il y a aussi les méchants qui vont utiliser non pas le télétravail, mais la cybernétique et la cybercriminalité pour faire ce qu'ils doivent faire. Et on voit que c'était devenu, ça a augmenté par milliers de pourcentages. Il y a ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est cette guerre où il y a, comme en Libye aujourd'hui, on ne sait pas qui est contre qui. Quand vous regardez les images de cette guerre entre les Américains, les Russes, les Turcs et les Italiens, dites-moi qui est contre qui. Qui est contre qui? Il y a aussi ce qu'on appelle la HLS, c'est la Homeland Security. On doit aujourd'hui, par exemple, comme en Amérique, aller sortir des milliers de gardiens ou de gardes fédéraux, je n'ai pas le terme exact, dans les rues pour aller protéger les institutions américaines, les villes américaines, des… Comment ? Voilà, les gardes nationaux, voilà. Contre des Américains. Contre des Américains. On lance l'armée américaine contre les Américains, alors que l'armée est faite pour aller se battre contre l'ennemi de l'extérieur. Donc, ce mélange des genres, cette confusion générale, elle est également une conséquence qui découle directement du Covid-19. Et le dernier élément, vous l'avez cité, malheureusement pour nous, Israéliens, c'est l'augmentation rapide de la capacité balistique d'États voyous, Corée du Nord en particulier, mais l'Iran aussi, et d'autres États qui utilisent, encore une fois, cette période que
Certains appellent confinement, certains appellent crise. C'est une période de guerre. Une période de guerre qui n'est pas encore claire, mais elle est tout sauf sérénité, calme et amour entre les peuples. Elle est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Je vois, Olivier, ce que vous disiez à l'instant, par rapport à la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, le jeu des Russes, le jeu des Chinois, les Iraniens, les États voyous, Corée du Nord, Iran et tout ça. Je voudrais revenir, je pense qu'on en avait peut-être parlé, vous et moi, quand on avait discuté, ou sinon, je vais le dire à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. En juin 2012, ça m'a beaucoup frappé, il y avait un dîner d'État à l'Élysée. C'était le président Hollande qui recevait Vladimir Poutine. Et Dimitri Peskov, que je connais bien, le porte-parole de Poutine, qui m'a organisé 3 interviews en 20 ans avec Poutine, Peskov me dit « ça s'est très mal passé avec votre président ». Ah, je lui dis « ah bon ? Et pourquoi ?» Il me dit « parce que le président Poutine a dit au président Hollande les choses suivantes. Vous, les Occidentaux, vous êtes bien gentils, mais regardez, entre guillemets, c'est moi qui exagère un peu, qui caricature, le bordel que vous avez semé. Vous avez lâché Moubarak en Égypte. On a eu les frères musulmans. Est-ce que c'est mieux? Non. Vous avez lâché Ben Ali en Tunisie. Aujourd'hui, on a Enarda. Est-ce que c'est mieux? Non. Vous avez laissé tomber Saddam Hussein en Irak. Est-ce que c'est mieux? Non. Et vous me demandez, à moi, Poutine, de lâcher Bachar el-Assad. Et Poutine dit, écoutez, Bachar el-Assad, c'est sans doute pas ce qu'il y a de mieux, on est d'accord, ce n'est pas l'idéal, mais entre Bachar el-Assad, est-ce qu'il peut venir derrière en Syrie avec les islamistes, les fondamentalistes? Je suis désolé, dit Poutine, moi, je préfère encore Bachar el-Assad. Alors, c'est vrai, quand on prend ça avec du recul, 8 ans en arrière, on se dit, finalement, est-ce que Poutine n'avait pas raison? Est-ce qu'on n'était pas mieux du temps où il y avait encore tous ces dictateurs qui arrivaient à verrouiller des situations internes? Bien sûr. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Covid-19 rend malade, rend fatigué, donne le rhume, vous enlève le goût, vous enlève l'odorat, mais je vous dis, mais il donne beaucoup de bien, il fait beaucoup de bien aux criminels de guerre, aux leaders dictatoriaux qui sont renforcés par ce Covid-19, comme si c'était un petit peu leur médicament miracle pour rester au pouvoir. Parce qu'encore une fois, les populations sont dans une espèce d'inquiétude, je dirais, totale, dans une espèce d'attente de recevoir, je dirais, du Big Brother, les réponses. Regardez les débats que j'ai suivis un petit peu en France ou en Europe sur quels sont les bons médicaments à prendre. Prenons le même exemple, il y a 200 ans. On aurait demandé à sa grand-mère, à son oncle, au curé du village, au rabbin, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on attend la réponse des sachants, des savants. Et qui rencontre les sachants? Qui rencontre les savants? Eh bien, les chefs d'État. Et ensuite, les chefs d'État font des grandes conférences de presse où toute la population, devant leur télévision, attendent la réponse. Et les réponses, elles sont fondées sur pas grand-chose, mais c'est les seules qui paraissent, entre guillemets, intelligentes, qui paraissent peut-être donner une solution. Et on attend tellement que, en sortant de ces conférences de presse, et je vous dis ça dans le monde entier, pas seulement en France, également en Israël, également en Russie, en Amérique, le chef a parlé, le chef a donné la réponse. Comment? C'est la voix de son maître, Master's Voice. La voix de son maître. Et c'est très dangereux parce qu'encore une fois, on se rend compte que nous sommes tout d'un coup face à un ennemi invisible qui nous confine, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il ne fait pas de bruit, il est minuscule, on ne sait même pas d'ailleurs s'il existe. Certains disent peut-être que ce n'est pas vrai le Covid-19, mais allez dire le contraire, allez prendre le risque que ce n'est pas vrai. Mais je voudrais juste vous dire une petite chose peut-être avant qu'il y ait des questions. Avant les questions. Voilà, avant les questions. Avant les questions. J'entends dernièrement que des groupes terroristes, des islamistes, des antisémites accusent Israël d'être responsable de tout. Alors je dis, on est peut-être responsable de tout parce que les autres sont totalement irresponsables. Le monde est totalement irresponsable face à cette crise-là. Évidemment qu'on n'est pas responsable, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comme une irresponsabilité générale. Personne ne veut prendre sur lui-même la raison, la cause. Les Chinois disent que ce n'est pas eux. Ils accusent presque certains Français d'avoir mis en place chez eux un laboratoire qui serait la raison du problème.
Les Brésiliens accusent les uns, les Américains accusent les autres. On cherche des médicaments miracles. Quand on les trouve, peut-être, on dit que ce n'est pas un médicament miracle. En fait, si vous voulez, on est dans une situation qui est la même, mais en pire. La même, mais en pire qu'avant le Covid-19. Donc, je dis, et je m'arrêterai là, prudence, prudence, et surtout, chacun doit bien faire attention à son espace. Et les États, aujourd'hui, comme l'État d'Israël, nous devons être extrêmement vigilants, extrêmement prudents, parce que cette incertitude est également, je dirais, une constante et une résultante du Covid-19. La chance pour Israël, c'est qu'Israël connaît bien ses ennemis. C'est vrai. La chance d'Israël, c'est Israël. Voilà. Alors, comment procède-t-on, Olivier? Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est Nathalie ou Richard, qui donne la parole ou qui ont un certain nombre, fait la synthèse d'un certain nombre de questions? Et oui, il y a une question là. Voilà, quelle vision pour demain? Quelle vision pour demain? Alors, je vais au niveau économique, très rapidement. Si, je dis bien si, la seconde vague est une petite vague qui n'a pas le même impact que la première vague, le monde, et l'Occident en particulier, reviendra à la case départ, je dirais, à zéro croissance fin décembre, début janvier 2021. C'est-à-dire qu'on va revenir à, je dis bien zéro croissance, là on est en France, là à moins 7,2%. Et pour 2021, on parle d'une croissance mondiale, encore une fois, si les éléments, les constantes sont les mêmes, de 5,8%, ce qui paraît assez optimiste. Ce n'est pas prendre en considération donc ni des conflits possibles, ni des bouleversements nouveaux. Et à l'heure où nous parlons, nous nous rendons compte que le Covid-19, qui semblait avoir disparu un instant, refait surface dans différents États, en Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Israël, et je crois qu'il y a pas mal aussi de clusters en Europe, en France en particulier. Aux États-Unis, on dit qu'aux voilà. États-Unis, on attend la deuxième vague, ce qui inquiète bien entendu considérablement Donald Trump, qui a déjà maille à partir, enfin, avec ses chiffres du chômage. Comme je le disais tout à l'heure au tout début de l'émission, avant le coronavirus, le taux de chômage était passé de 8,9 à 3,5, il est à 13,3. Il est évident que Trump, qui doit se refaire, si je puis dire, une sorte de virginité par rapport à un électorat qui le délaisse un petit peu. On le voit avec le dernier sondage du New York Times aujourd'hui qui donne 14 points d'avance à son rival démocrate Joe Biden. Si l'économie ne vient pas au secours de Trump et s'il y a une deuxième vague aussi dure que la première qui frappe, une deuxième vague de coronavirus qui frappe les États-Unis, ça sera catastrophique. Maintenant, est-ce que l'éventuel successeur, je dis bien, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 5 mois, des choses qui nous échappent et qui pourront avoir un impact sur l'attitude de l'électorat le 3 novembre prochain, est-ce que si il y a une deuxième vague et que Trump est perdant, est-ce que Joe Biden, qui a 77 ans, qui était un fidèle d'Obama en tant que vice-président, sera l'homme de la situation? C'est trop tôt pour le dire, c'est prématuré, mais attention, je redoute beaucoup les erreurs des démocrates telles que celles qu'ils ont commises par rapport à l'Iran et à l'accord sur le nucléaire où ils ont été vraiment d'une infime faiblesse. À la question quelle vision pour demain, je voudrais juste donner quelques chiffres de l'augmentation des budgets militaires des États-Unis 5% actuellement, Chine 5%, l'Inde 7%, Russie 5%. Des États qui augmentent leur budget militaire alors qu'il y a une crise sanitaire mondiale basent cette augmentation du budget militaire sur le renseignement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les grandes puissances mondiales pensent que le monde est plus dangereux aujourd'hui qu'il l'était avant le Covid-19. Le plus dangereux veut dire beaucoup plus de préparation à des conflits locaux qui peuvent déboucher sur des conflits internationaux. Je pense à la Libye, qui est un conflit très grave aux portes de l'Europe du Sud, avec une application des grandes puissances de ce monde-là, avec une Turquie qui part de très loin pour aller chercher, entre guillemets, ces eaux qui lui appartiennent, selon elle, au large de la Libye, et des frictions qui peuvent arriver à des conflits. Je ne voudrais pas vous parler de Sarajevo 1914, mais Tripoli peut très bien être un Sarajevo 2020-2021 parce qu'il y a une poudrière là-bas et surtout
un énorme pays qui n'est plus un État. Et quand il n'y a plus d'État, il y a danger. Oui, pardon. Olivier, non, Olivier, il y a surtout, on ne l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, ou je ne l'ai pas assez dit quand j'ai parlé de lui, Erdogan est un frère musulman. Erdogan veut islamiser davantage la région. C'est un frère musulman. Et on voit bien, tout à l'heure, je faisais une allusion, il a reçu le Khomeini tunisien dont je vous ai parlé, Rached Ghannouchi, il l'a reçu à Ankara. Fayez al-Sarraj fait partie des frères musulmans. Donc il y a ces dangers d'islamisation progressive de toute la région. L'autre jour, Erdogan a voulu montrer sa force en faisant des grandes manœuvres dans la Méditerranée orientale. Oui. Tout ça, même à la barbe de la Russie avec laquelle il s'entend un jour, il n'est pas d'accord le lendemain, puisqu'on voit bien qu'il a quelques différends avec Poutine à Idlib, au nord-ouest de la Syrie, où il soutient des rebelles qui sont hostiles à Bachar el-Assad et donc à Poutine qui le suit. Et puis il est hostile aussi au camp que soutient Poutine en Libye. Donc on voit bien cette imbrication des alliances avec ce dont vous parliez tout à l'heure, Olivier, avec des mercenaires d'un côté, des mercenaires de l'autre. Et tout ça, en effet, ressemble à une poudrière très inquiétante à la frontière avec le Sahel, avec le Maghreb, et puis n'oublions pas la partie la plus proche, l'Europe de la Méditerranée. Il y a une question qui nous est posée, Christian, enfin deux questions. C'est à quoi n'avons-nous pas pensé? Et ensuite, quelqu'un qui dit, grâce à la rigueur appliquée en Israël, on accuse à l'heure où l'on se parle 308 morts malgré la remontée des contaminés. Alors, je voudrais très rapidement parler d'Israël face au Covid-19. J'en parlerai dans une autre conférence d'ici quelques jours, donc je ne vais pas trop en parler maintenant, mais vous dire qu'Israël a pris les mesures bien en amont et bien avant les pays comme la France ou l'Italie pour éviter la catastrophe sanitaire. Une des mesures prises a été la fermeture totale des frontières et le contrôle des arrivées et des sorties. Mais encore une fois, Israël l'a fait de manière, je dirais, tranquille, sereine et extrêmement rapide. Ça a été critiqué par des États qui tout d'un coup n'ont pas compris pourquoi on arrête les vols. Par exemple, c'était face à la Thaïlande ou à d'autres pays d'Asie. On l'a fait pour éviter la catastrophe qui a touché un pays où il y a le même nombre d'habitants, c'est la Belgique, presque 10 000 morts, et Israël, 308 morts. Chaque mort, évidemment, compte, mais 10 000 morts pour un pays de 9 millions d'habitants, pardon, la Belgique, pardon, de 10 millions d'habitants, et Israël, 9 millions d'habitants, 308, c'est une différence incroyable. La deuxième chose que je voudrais donc traiter ici très vite, c'est à quoi n'avons-nous pas pensé? Eh bien, on n'a pas pensé à une chose. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, c'est la guerre biologique. Le fait que des microbes ou des virus peuvent arriver soit de manière volontaire, soit de manière involontaire, et rendre le monde un autre monde en l'espace de quelques jours. Là, on est dans une crise qui est encore plus ou moins, je pèse mes mots, relativement soft, mais rappelons les épidémies du Moyen-Âge et les épidémies du XVIe et XVIIe siècle, avec les épidémies de la peste bubonique, la peste noire, et il y a un siècle, la grippe espagnole, où des dizaines de millions d'hommes et de femmes sont morts dans des épidémies terrifiantes qui ont véritablement changé la démographie de ces pays-là. La différence quand même aujourd'hui, c'est que le monde moderne, le monde de Facebook, le monde de Twitter, le monde de l'espace n'est pas encore capable, soyons francs avec nous-mêmes, de gérer la guerre virale ou la guerre biologique. Christian? Ça, il faut ajouter aussi des phénomènes naturels, parce qu'on ne parle pas des problèmes climatiques. Qu'est-ce qui peut se passer? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on ne va pas avoir ici prochainement des surprises au niveau climatique, le réchauffement de la planète, avec des conséquences qu'on n'a peut-être pas encore vues ou perçues ou anticipées par rapport au reste de la planète? Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'entre le coronavirus d'un côté et puis peut-être notre négligence avec un grand N par rapport au réchauffement climatique, eh bien, l'être humain, la planète, participe quelque part, peut-être plus vite que prévu, à son autodestruction. C'est ça qui est inquiétant aussi. C'est une inquiétude, je ne pourrais pas trop rebondir là-dessus parce que là, nous rentrons un peu dans la philosophie.
et dans des réflexions profondes. Je pense que si vous êtes d'accord, Christian, on va s'arrêter là pour ce soir. On a essayé brièvement avec, je crois, une dynamique de réflexion, d'essayer de trouver quelques éléments nouveaux par rapport à l'impact de cette crise qui touche le monde, qui n'est pas encore une crise qui est terminée et qui, encore une fois, reste, à mon humble avis, une crise avec un impact sécuritaire extrêmement dangereux, utilisé par des États voyous, par des gens mauvais, des gens dangereux, et les États, les pays, les minorités, l'État d'Israël et le peuple juif doivent être extrêmement vigilants parce que dans ces moments de crise, on cherche le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, je ne veux pas le dire, mais souvent, il est pointé du doigt et on sait qui il est. Et puis, il faut que le monde occidental, et je pense en particulier à l'Europe, divisée, dont nous parlions tout à l'heure, vous et moi, Olivier, il faut que les Européens, entre autres les 27 de l'Union européenne, et d'autres pays occidentaux, comprennent que notre intérêt, c'est d'être derrière Israël, derrière les États-Unis, d'être soudés pour lutter ensemble contre ce fléau, ces voyous, ces États voyous dont vous parliez, l'Iran, la Syrie, puis à faire face à cette influence néfaste que peuvent avoir les Chinois et les Russes au Moyen-Orient. Je pense que si on n'a pas compris ça, si je pense encore que la diplomatie française, qui d'un côté dit il faut prolonger l'embargo sur les livraisons d'armes à l'Iran, c'est très bien, mais que dans le même temps, on refuse de renforcer les sanctions contre le pays, à quoi ça sert? Parce qu'on croit qu'on peut discuter avec ce régime, on croit que ce régime connaît le terme de démocratie en termes persans. Je ne connais pas le dictionnaire persan, même si j'ai vécu 3 ans en Iran sur Khomeini, mais ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la démocratie. On n'a pas les mêmes valeurs. Ce sont des manipulateurs, des tricheurs, des menteurs. Encore une fois, il faut bien se mettre ça présent dans l'esprit. Et je pense que les Occidentaux, parfois, agissent contre leurs propres intérêts ou sont d'une naïveté, d'une cécité inquiétante. Et je pense qu'il est temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser une question? Je vous en prie. Voilà. Qu'est-ce qui empêche actuellement la Turquie d'attaquer Israël, puisque la Turquie est la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'en fait, à côté, au point de vue superficie, au point de vue nombre d'habitants, Israël est tout petit par rapport à la Turquie. Je laisserai Olivier répondre aussi. On va répondre tous les deux. Là, madame, c'est évident que si la Turquie venait à attaquer Israël, et là, c'est l'OTAN qui doit être derrière. Les États-Unis ne peuvent pas laisser faire ça. Donc, les États-Unis et les autres pays européens membres de l'OTAN devront intervenir aux côtés d'Israël. Ça fait partie d'une des résolutions qui sont à l'intérieur de l'OTAN et qui disent qu'on doit prêter secours à tout pays qui est un allié de l'OTAN. Et Israël, tout en n'étant pas dans l'OTAN, fait partie quand même des alliés des États-Unis et des pays européens. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne peut pas, bien entendu, laisser faire Erdogan. Ça sera un casus belli contre la Turquie et contre ce fou de Erdogan. Et je dis bien, je pèse mes mots, ce fou de Erdogan. Oui, mais moi, attendez, excusez-moi, au-delà des mots et des déclarations de la Turquie, il faut savoir que les relations entre Israël et la Turquie, dans différents domaines et dans différentes sphères, sont des relations qui n'ont jamais cessé. Et la Turquie n'a aucun intérêt de rentrer en conflit ouvert avec l'État d'Israël. Il y a des divergences, il y a des conflits qui sont utilisés par Erdogan pour asseoir son pouvoir au niveau islamique à l'intérieur de la Turquie. Mais il faut savoir que même à des moments très sensibles entre la Turquie et Israël, il y a eu des grosses, je dirais, discussions, même des changements diplomatiques au niveau de qui est l'ambassadeur ou qui est le chargé d'affaires. Il n'y a jamais eu de rupture totale des relations entre l'État d'Israël et la Turquie. Et je propose, parce qu'il est déjà tard, qu'on s'arrête là, parce qu'on ne peut pas continuer cette réunion après 22h30. Donc, Christian, je vous remercie énormément d'avoir été là. Olivier. Merci de votre réponse. Merci à Nathalie Lazarovitz et puis à Richard Cohen. Merci à vous. Voilà. Merci Richard, merci beaucoup au Centre européen de judaïsme pour cette
réunion qui, je l'espère, a été intéressante. En tout cas, elle mérite réflexion pour l'avenir. Merci à vous.